Nous sommes le 6 août 2003 en plein après-midi. Pour se rafraîchir, 2 habitants de Cazoul-les-Béziers décident de se baigner dans le lac dit du Roujas. Soudain, ils sont intrigués par un objet flottant non identifié en plein milieu du lac. En s'approchant, ils découvrent une sorte d'armoire métallique avec une porte à demi ouverte et devinent à l'intérieur une masse sombre dégageant une odeur pestilentielle. On était en train de se baigner, en fait, on a trouvé une armoire et il y avait quelque chose à l'intérieur. Je sais pas, en fait, ça puait, c'était peut-être un chien mort ou... Ok. Intrigués, les 2 hommes préviennent la gendarmerie de Murviel-les-Béziers. La gendarmerie appelle les plongeurs des pompiers pour aller voir, pensant qu'il pouvait s'agir d'un chien ou autre. Lorsque l'armoire est touchée, le corps sort de l'armoire et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une personne. Immédiatement, il y a un gel des lieux qui est effectué par la brigade locale pour empêcher tout intervenant extérieur de venir sur la scène. À ce moment-là, on demande à la section de recherche de Montpellier d'intervenir sur les lieux pour aller voir exactement de quoi il en retourne. Les premières constatations qui ont été faites sont les constatations qui sont faites sur les lieux de découverte du cadavre. Alors, dans ce cas-là, nous avons procédé comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a un examen du conditionnement du corps, l'examen de la housse qui l'entourait, du plastique qui l'entourait, des sacs plastiques. Donc c'est une opération de déshabillage du corps qui est effectuée en compagnie des services techniciens de la gendarmerie, mais c'est une procédure que nous effectuons nous-mêmes. Ensuite, il y a une deuxième étape, qui est une étape d'examen du corps lui-même. Il s'agissait essentiellement de blessures occasionnées par des projectiles d'armes à feu, qui correspondaient en fait à 3 tirs distincts, 2 ayant atteint la victime dans le dos et l'un l'ayant atteint au niveau de la poitrine, devant, juste en dessous de la clavicule. Et la chance a voulu que un des projectiles qui avait blessé la victime a été retrouvé dès les opérations de levée de corps, coincé entre la peau et un des vêtements que portait la victime. Donc d'emblée, nous avions, avant même l'autopsie, l'un des projectiles qui avait blessé la victime. Autre élément essentiel pour l'enquête, le médecin légiste essaie de déterminer à quand remonte la mort de la victime. Dans le cadre de ce dossier, le corps qui avait été retrouvé ne portait aucun parasitage d'œufs de mouche, de larves de mouche, voire de chrysalide de mouche. Ça faisait évoquer d'emblée qu'il y avait eu une dissimulation relativement rapide entre le moment où la personne avait été tuée et le moment où elle avait été placée dans l'armoire. Donc un délai relativement court. Attends une seconde. Le médecin légiste déterminera que la victime a pu être tuée entre 6 et 10 jours avant sa découverte. Une autre question, comment un corps enfermé dans une armoire au fond d'un lac peut-il remonter tout seul à la surface ? La putréfaction génère des gaz, qu'on appelle les gaz putréfactifs, systématiquement, et ces gaz, bien entendu, se sont retrouvés piégés au sein de cette structure métallique, et finalement, elle a joué un rôle, cette armoire, quasiment de ballast de sous-marin. Donc progressivement, on a eu un phénomène de remontée de l'armoire qui a suivi l'accumulation des gaz putréfactifs. Ce qui fait qu'enfermer ce corps dans une armoire, ou du moins enfermer un corps dans une armoire, c'est la pire des méthodologies qu'on puisse utiliser pour dissimuler un corps en l'immergeant. Le corps est donc réapparu, reste maintenant à identifier la victime. Alors, le corps était putréfié, les traits n'étaient pas
du tout identifiables directement. On n'avait plus du tout de caractéristiques qui permettent d'avoir une identité directe et immédiate du sujet. Il n'y avait pas de papier d'identité qui était présent sur les lieux. En revanche, on avait une silhouette. On savait déjà que c'était un sujet de sexe masculin, que très certainement c'est un sujet de ce qu'on appelle race caucasienne, c'est-à-dire une personne européenne. Il s'agissait aussi d'un individu qui avait des caractéristiques morphologiques que l'on pouvait décrire et qui surtout était porteur d'un certain nombre, voire de nombreuses marques de tatouages qui étaient des tatouages relativement caractéristiques puisque souvent ils étaient ou symboliques ou figuratifs. Donc déjà des éléments qui sont intéressants dans le cadre de l'identification. En tout cas, l'affaire est clairement criminelle. Et le lendemain, le 7 août 2003, le procureur de Béziers ordonne l'ouverture d'une enquête judiciaire. Dès le lendemain, on va sortir l'armoire du lac du Roujas en prenant toutes les précautions pour qu'il n'y ait aucune éraflure effectuée lors de cette sortie. Après, les techniciens dans l'identification criminelle de la brigade des recherches de Béziers vont faire les premières constatations pour voir les marques qu'elle peut avoir. Lors de l'examen de cette armoire, il sera découvert donc une trace de pas qui nous donnera une pointure de chaussure et une empreinte. Et également sous la tablette, un tampon mentionnant l'inscription V22682. Il s'avérera plus tard que le V correspond au mot vestiaire et que le 22682 est la date de sortie de chaîne de ce vestiaire. Pour identifier la victime, le meilleur indice, ce sont encore les tatouages. Et coup de chance, ceux-ci ont été dessinés par un tatoueur installé à Béziers. L'audition de ce tatoueur permettra en fait de savoir que la personne qui a ces tatouages est un prénommé Pascal et qu'il habite dans le centre de Béziers. C'est les seuls éléments, l'intéressé ne peut pas nous en dire plus. Un petit détail, il nous précisera que cette personne, à chaque fois qu'elle est venue, s'est vantée d'avoir fait de nombreuses années de prison. La victime serait donc un ancien repris de justice, prénommé Pascal et habitant le centre-ville de Béziers. La silhouette se précise. 5 jours plus tard, elle va se préciser encore un peu plus avec une nouvelle découverte. Plusieurs ratissages subaquatiques sont effectués par les plongeurs du groupe nautique d'Agde. Dans le premier ratissage effectué le 11 août, on va découvrir un sac en cuir. À l'intérieur se trouvent plusieurs papiers et notamment une pièce d'identité qui a été déchirée au nom de M. Castillo Pascal. Le corps retrouvé dans une armoire flottant sur le lac du Roujas, près de Béziers, serait donc celui d'un certain Pascal Castillo. Pour vérifier, les enquêteurs contactent aussitôt sa famille, et notamment sa mère. Il me dit, on a retrouvé un corps, Madame Castillo. J'ai dit, vous avez retrouvé un corps? Mais j'ai dit, où vous allez, vous là? Mais qu'est-ce que ça? C'est pas mon fils, oh non, on pense pas, mais enfin, on va vous faire voir des tatouages. Et là, j'ai eu peur, j'ai dit, mais même Pascal, il avait ça sur son tatouage, mais c'est pas possible, c'est pas mon fils. Il m'a dit, Madame Castillo, je crois que si. Ah, mon Dieu, comme j'étais dans l'état que j'étais, j'ai cru que j'allais mourir, J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas mon fils, c'est pas mon fils, je pouvais pas le croire. J'étais Mon ami qui était costaud, heureusement, je voulais leur taper dessus, je disais, essayez de me calmer, je disais, mon Dieu, mon Dieu. Je vais vous montrer la photo d'un sac, vous allez me dire si... Convoqués à la brigade de recherche de Béziers, Madame Castillo et Christophe, son deuxième fils, sont pourtant contraints de se rendre à l'évidence. J'ai reconnu son sac, il avait un très beau sac, il mettait sur son épaule, qu'il avait acheté là-bas avec des trucs là. Il m'avait dit, maman, je t'en rapporterai un. Je vais également montrer une photo à votre fils, Christophe. S'il vous plaît, suivez les voitures. Et puis finalement, j'ai voulu voir mon fils, là. Ils avaient une photo de mon fils. Et mon fils, évidemment, ils ont dit, Christophe, on va vous montrer la photo de son frère, de votre frère mort. Alors il est parti, j'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors mon fils, il était dans le couloir avec le commandant, hein, et il s'est mis à hurler comme une bête. Toute ma vie, j'entendrais ce cri, le cri de mon petit qui hurlait comme...
On aurait dit comme une louve, vous savez, qui avait perdu ses gosses. C'était pas possible, c'était inhumain. Et il hurlait, il est revenu avec la photo. Moi, de suite, j'ai voulu prendre la photo, on me l'a pris les mains. Mon fils s'est jeté à mes genoux, il m'a dit, maman, il m'a dit, c'est Pascal, c'est Pascal. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais j'ai dit, je veux voir la photo. Il m'a dit, non, tu peux pas avoir la photo, tu ne peux pas. Garde-le, c'est lui, maman. J'ai dit, je ne crois pas, je ne crois pas. Il m'a dit, maman, tu veux que je te dise quelque chose, c'est lui. Il n'y a que nous qui savons ça, toi, tu le sais. Tu l'as mis au monde. J'ai dit, oui, alors. Il m'a dit, écoute, il m'a dit, tu sais qu'il avait une tache derrière l'oreille, avec, ça faisait comme, vous savez, du duvet, là, et des points dessus. C'est une tache de naissance. J'ai dit, oui. Il m'a dit, c'est lui, maman. Ton fils est mort. Pascal Castillo a un lourd passé judiciaire. Il s'est fait connaître de la justice dès son plus jeune âge. En effet, dès 1984, il a une première condamnation pour braquage. En 1986, pour proxénétisme aggravé. Et sa plus lourde condamnation en 1988 pour un braquage qui est survenu à Perpignan, braquage d'une bijouterie, où il y a eu 2 morts parmi les policiers et 2 blessés. L'auteur principal du braquage et des meurtres en fait, a été condamné à perpétuité et Pascal Castillo avait été condamné à 20 ans parce qu'il avait été établi qu'il n'avait pas tiré. D'ailleurs, son arme était vide. Il avait une arme lors du braquage qui n'était pas approvisionnée. Et c'est visiblement quelqu'un qui a une forte personnalité, hein, qui avait décrit comme ayant beaucoup d'ascendant sur les gens, qui avait qui balançait entre cette identité de voyou, de dur, d'homme qui est capable de commettre des braquages. Alors qu'il était incarcéré, donc il s'est mis à la peinture, au dessin, il a appris le russe. Il travaillait, hein, et il menait quand même 80 détenus qui travaillaient. C'est lui qui, vous voyez, qui les commandait presque, hein, il était comme ça. C'était un très bon, et puis il était aimé de partout, mon fils, hein, parce que c'était un brave garçon. Et quand il est sorti, c'était un homme différent. C'était un homme qui voulait refaire une vie normale et qui voulait oublier ce que son passé avait été. Il était donc, comme on le dit dans le milieu, rangé des voitures. À partir de 2002, Pascal Castillo quitte la France pour la République dominicaine. Il ne reviendra qu'à 2 reprises. Et la dernière fois, c'est le 12 juillet 2003, soit 18 jours avant sa disparition. Sur place, il a fait l'acquisition d'un terrain. Il désire se lancer dans la culture fruitière. Le mystère demeure entier. Pourquoi un homme décidé à changer de vie se retrouve-t-il mort dans un vestiaire au fond d'un lac? À ce stade de l'enquête, 2 axes de travail se dégagent. Son passé carcéral et ses fréquentations. La première piste ouverte dans le cadre de cette affaire concerne le passé carcéral de M. Castillo. Donc on va regarder toutes les victimes de ces affaires, savoir où elles se trouvent actuellement et savoir si elle-même ou un membre de sa famille n'a pas pu venir sur le Biterrois apprenant que l'intéressé est sorti de prison pour lui donner la mort. On va également considérer, suite au dernier braquage sur Perpignan, l'aspect policier parmi ceux qui ont été tués, afin de savoir si les familles des intéressés, par vengeance, n'auraient pas pu venir. Ces portes sont respectivement fermées les unes après les autres. Tous les membres de ces familles sont identifiés et on s'aperçoit qu'aucune n'est venue dans le Biterrois à la période où Pascal Castillo se trouvait en France. Vous saviez qu'il était en relation dernièrement avec une jeune femme? Parallèlement, les enquêteurs s'intéressent également à l'entourage féminin de Pascal Castillo. Des membres de la famille, nous apprendrons également que depuis son retour en France, Pascal Castillo fréquente une nommée Martine Rodriguez, qui habite également à Béziers. Je t'amènerai dans les îles, par exemple. On se rendra compte que cette Martine Rodriguez, depuis le 29 juillet, a signalé au commissariat la disparition de son compagnon du moment. Martine Rodriguez est interrogée, mais rapidement les gendarmes écartent la thèse du crime passionnel. Pour l'instant,
Les enquêteurs n'ont aucune piste lorsqu'un détail éveille leur attention. J'ai quelque chose à vous dire. Lors d'une audition, Madame Castillo, mère de Pascal, nous précise un fait particulier. Lors de la venue de la demi-sœur de Salvador Jérôme à son domicile pour avoir de ses nouvelles, cette personne a reçu un appel téléphonique de Salvador Jérôme. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, Jérôme? Qu'est-ce que tu fais là? Tu me demandes où je demeure, mais tu le sais où je demeure. Et à quel numéro? J'ai dit, tu me prends pour une... Quoi? Il me dit, vous comprenez, je suis inquiet. Je dis, pourquoi tu es inquiet? Il me dit, parce que Pascal est parti à Paris. Il me dit, il ne revient pas. Moi, j'ai dit, Pascal est parti à Paris et il ne revient pas, mais j'ai dit, tu plaisantes ou quoi? Tu me prends pour une truffe? J'ai dit, Pascal, il n'interdit pas de séjour à Paris. Et tu ne crois pas que mon fils, maintenant qu'il est sorti, qu'il a fait presque 20 ans de prison, il va aller faire un tour à Paris pour prendre 4 mois de prison pour rentrer 4 mois? Comme interdit de séjour à Paris. J'ai dit, on n'est pas question. Dis-moi quelque chose. Ah ben je sais pas, moi je ne l'ai pas vu, patati patala. Et il m'a raccroché. Vous comprenez que moi, ça m'a bouleversée. Ça m'a fiché en l'air, je suis tombée de mal, le docteur a dû venir, j'ai quelque chose qui se passe, je ne suis pas tranquille. Qu'est-ce qui se passe? L'auteur de ce coup de fil est Jérôme Salvador, un ami de longue date de Pascal Castillo, qui est visiblement la dernière personne à l'avoir vu vivant. Ce qui est certain, c'est que Castillo avait confiance dans Salvador, puisqu'il lui avait donné les clés de son appartement qu'il avait à Béziers, pour s'occuper, pendant qu'il n'était pas là, du courrier, de l'entretien de cet appartement, pendant son absence. Lorsque l'on s'intéresse à M. Salvador, on apprend qu'il est pompier volontaire et que plusieurs fois par semaine, il est de permanence au centre de secours de Béziers. Les plongeurs de ce centre de secours s'entraînent au lac du Roujas. Le lac du Roujas, précisément là où l'on a retrouvé le corps de Pascal Castillo. Au vu de cette coïncidence, les gendarmes s'intéressent de plus près à Jérôme Salvador. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Non. Il nous explique qu'effectivement, le 29 juillet, Pascal Castillo s'est rendu à son domicile pour lui rendre une tente que lui-même lui avait prêtée et que Pascal Castillo avait utilisée. Tu les sens, je t'attends. Selon Jérôme Salvador, sur les coups de 10 h du matin, Pascal est donc monté, a bu un café et a précisé qu'il devait se rendre à Paris. On s'est vu, on a pris un verre, je sais pas, une demi-heure peut-être, puis il est reparti. Il est reparti au bout d'une demi-heure. Le 29 juillet, à 10 h 30 du matin, Martine Rodriguez essaye de joindre Pascal Castillo sur son portable. En vain. Dans son audition, Salvador Jérôme nous explique qu'effectivement, lorsqu'ils étaient en train de boire le café ensemble, Pascal Castillo a reçu cet appel en sa présence et que volontairement, il ne l'a pas pris. Ça ne correspond absolument pas à ce qu'a déclaré Rodriguez Martine, puisque c'est Pascal Castillo qui, le matin même des faits, lui a demandé de l'appeler au cours de la journée, lui expliquant que ça lui faisait plaisir d'avoir de ses nouvelles régulièrement. Après sa visite à Jérôme Salvador, Pascal Castillo a un autre rendez-vous à midi pour dîner avec un ami. Mais il n'ira jamais à ce dîner et son téléphone ne répond plus. Finalement, ce n'est qu'en début d'après-midi que Martine Rodriguez, son amie, reçoit un texto en provenance du portable de Pascal Castillo. Un texto lui mentionnant simplement que son véhicule se trouvait à la gare, que M. Castillo quittait donc Béziers pour se rendre à Paris et qu'il lui laissait les clés dans la boîte à gants. Martine retrouve effectivement sa voiture sur le parking de la gare de Béziers. Pourtant, elle a un doute. Ce qui l'a intrigué, c'est qu'à la fin du message, il y a marqué « bisous », alors que depuis que Pascal Castillo était revenu de République dominicaine, à chaque fois qu'il clôturait ses messages, c'était marqué « Bézidos ». Donc, elle a un doute sur la personne qui lui a envoyé ce message. Question donc. Pascal Castillo est-il bien l'auteur de ce texto? L'hypothèse d'une mise en scène prend corps. Mais pour cacher quoi? Que s'est-il donc passé entre 10 h 30, heure à laquelle la victime est censée avoir quitté Jérôme Salvador, et midi, heure du dîner auquel il n'est jamais venu? On a trouvé l'assassin de mon fils. Et évidemment, mon fils, avec le milieu qu'il a fréquenté, il cherchait un règlement de compte. Mais comme je t'aurais dit, un règlement de compte, mais les voyous, ils ne règlent pas leur compte comme ça, les voyous. Ils passent dans la rue, boum, boum, terminé. Hein, c'est tout. Ils ne s'amusent pas à enterrer un garçon dans une armoire. Plus intrigant,
Les relevés téléphoniques de Pascal Castillo et Jérôme Salvado possèdent d'étranges coïncidences pour la journée du 29 juillet. À partir de 14 h, les deux téléphones sont éteints, celui de Salvado et de M. Castillo. Les deux intéressés, les deux téléphones sont rallumés quasiment à 5 minutes d'intervalle sur le même relais à Béziers. Ce relais couvre la gare SNCF de cette ville. Une seconde recherche effectuée par ces plongeurs dans le lac du Roujas à un endroit tout à fait opposé permettra de découvrir un sac plastique contenant des habits et une serviette de toilette. À l'intérieur, il y avait également des petits morceaux de papier. Ces morceaux de papier ont été transmis au laboratoire de police scientifique d'Écully et ils ont pu nous faire un rapprochement certain entre les papiers qu'il y avait dans ce sac transparent contenant les habits et la serviette, et également les petits papiers qui se trouvaient dans le sac de M. Castillo. Nous avions donc un lien direct entre le sac de M. Castillo et ce sac contenant les vêtements. Les enquêteurs mènent également une véritable investigation autour de l'armoire retrouvée dans le lac. Et les résultats sont très intéressants. Lorsqu'on fait des recherches sur cette armoire qui est de marque Attal, on s'aperçoit que dans les années 82-83, seules 2 sociétés sur le Biterrois commercialisaient ce genre d'armoire. Nous avons eu la chance que l'une d'elles avait encore tous ses archives papier malgré un déménagement. Et lorsque nous avons examiné l'ensemble des factures de cette société, nous avons pu sortir une facture. Cette facture porte la mention de l'achat de 3 vestiaires de marque Attal correspondant au modèle retrouvé. Ces 3 vestiaires ont été livrés le mois suivant à la Lyonnaise des Eaux de Béziers. Le détail est a priori insignifiant, seulement voilà, la Lyonnaise des Eaux de Béziers est aussi le lieu de travail de Jérôme Salvado. Après avoir découvert que l'armoire qui abritait le corps venait du lieu de travail de Jérôme Salvado, les enquêteurs commencent à s'intéresser de très près à ce suspect. Lorsqu'on travaille l'environnement de M. Salvado, on s'aperçoit que tout au long du mois de juillet, il est en contact régulier avec M. Carbo Jean-Paul. Les deux intéressés se connaissent depuis tout petit, ils sont tous les deux de Cazoul, ils ont joué ensemble au rugby et donc il n'est pas étonnant qu'ils se fréquentent encore maintenant, en 2003. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à partir du jour où M. Castillo est découvert dans le lac du Roujas, ils n'ont plus aucun contact. Jean-Paul Carbo est à son tour convoqué par les enquêteurs le 22 septembre 2003. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Paul Carbo. On apprend rapidement que l'intéressé Carbo Jean-Paul n'est pas du tout copain avec Pascal. Lorsqu'il arrive la dernière fois à Béziers le 12 juillet et qu'il apprend par Jérôme que c'est Carbo Jean-Paul qui a les clés de son appartement, et là, il se met vraiment en colère et demandera des explications à Jérôme. Tout ceci est suspect pour les enquêteurs qui décident de placer Jean-Paul Carbo et sa compagne sur écoute téléphonique. Et ils découvrent que Jean-Paul Carbo a récemment été à la recherche d'une arme. Vous êtes la dernière personne avant lui, je crois, ce jour-là. C'est rien, moi. On a retrouvé M. Pascal Castillo dans une armoire métallique. Les coïncidences sont trop nombreuses. Le 3 février 2004, Jérôme Salvado et Jean-Paul Carbo sont placés en garde à vue. Jérôme Salvado nie tout en bloc, même le lien avec l'armoire qui provient pourtant de son lieu de travail. Oui, alors moi, j'ai pas donné d'armoire à qui que ce soit, moi. Et j'ignore qui peut l'avoir sorti. Il revient aussi sur ses premières déclarations. En fait, il ne sait pas si Castillo allait réellement à Paris. Non, non. Il m'a pas dit où il devait se rendre, après m'avoir rendu ma tante. Pourtant, vous m'aviez dit qu'il devait aller sur Paris. Non, j'ai jamais dit qu'il m'a dit qu'il devait aller sur Paris. Il est venu juste me déposer ma tante et... Vous appeliez beaucoup avec M. Jean-Paul Carbo, et puis on a constaté que ces derniers temps, juste avant la mort... Évidemment, il n'explique pas non plus l'arrêt brutal de ses communications téléphoniques avec son ami Jean-Paul Carbo. Voilà, on s'appelle pas.
C'est comme ça, on contacte les personnes par période. Juste par période. Ouais. Même quand c'est un ami d'enfance. Ah ouais. L'autre suspect, Jean-Paul Carbeau, est interpellé chez lui. Et une perquisition permet de retrouver une serviette de couleur verte. Là, on a une serviette qui est similaire à celle que l'on découvre dans le lac du Roujas, mais on n'a absolument pas la preuve que ces serviettes sont identiques. Salvado nie. J'en sais rien, moi. Jean-Paul Carbeau, lui, banalise. T'es proche, ouais. Si les deux hommes ont cessé tout contact, c'est juste à cause de sa femme Nick. Vous n'étiez plus du tout en contact. Oui, c'est vrai. Non, c'est ma femme, elle ne le supportait pas, en fait. Et l'arme qu'il a voulu se procurer ? Oh, c'était juste pour se défendre dans une histoire de trafic de drogue, dont il reconnaît par ailleurs être un consommateur. On a retrouvé également ce type de serviette à votre domicile. Quant à la serviette verte retrouvée à son domicile, ce n'est pour lui qu'un simple hasard. Ouais, c'est peut-être la même serviette, mais... celle qui a été découverte près de Pascal ne vient pas de chez moi. Il y en a beaucoup d'identiques, j'ai tout simplement le même modèle. Évidemment, les gendarmes ne croient pas au hasard. Et si les deux serviettes proviennent du même lot, ce serait une preuve de culpabilité de Jean-Paul Carbeau. Difficile, cela dit, à démontrer dans les 48 heures de garde à vue. Il nous faut une preuve scientifique. La preuve scientifique, on sait qu'on ne va pas l'avoir au cours des 24 heures qui nous restent. Donc c'est pour ça que les intéressés restant sur leur position, à savoir qu'ils ne sont au courant de rien concernant l'homicide de M. Castillo, on décide d'interrompre leur garde à vue. Et de poursuivre les recherches. C'est à vous ? Et ils ont raison, car ils vont trouver d'autres serviettes de couleur verte, cette fois chez la mère de Jean-Paul Carbeau. Mais qu'est-ce que vous voulez avec ça ? Nous avons donc transmis au laboratoire de police scientifique d'Écully les deux serviettes, celle découverte dans le sac plastique et celle découverte au domicile de M. Carbeau. Et on pu déterminer que le colorant utilisé pour les deux serviettes était identique et ne se faisait plus depuis de nombreuses années. Que ces serviettes faisaient donc partie d'un même lot qui, pour la société Jalal, avait été vendu dans les années 70. Ce qui confortait l'audition qui avait été prise quelque temps auparavant auprès de Madame Carbeau-Mère, puisqu'à son domicile, une serviette identique avait été découverte et qu'elle nous avait dit qu'elle provenait de son époux qui, dans les années 70, lui avait ramené tout un lot de serviettes et qu'au cours des mois précédents, elle en avait donné un lot à son fils Jean-Paul. Le lien était donc fait à ce moment-là entre les protagonistes, la serviette qui se trouvait chez Carbeau Jean-Paul, qui nous ramenait au sac découvert avec les vêtements et les petits morceaux de papier dans le lac du Roujas, et par ces petits papiers, un lien direct avec le sac de M. Castillo. Le filet se resserre. D'autant que les écoutes téléphoniques sur Carbeau et Salvado révèlent de nouveaux éléments. Des toxicomanes appellent régulièrement les deux intéressés. Et les enquêteurs découvrent en fait que les deux suspects, Carbeau et Salvado, et la victime, Castillo, étaient les organisateurs d'un trafic de stupéfiants. Lorsque l'on commence à travailler sur ce trafic de cocaïne, on s'aperçoit rapidement que Salvado et Carbeau ne peuvent pas avoir dans l'environnement immédiat du Biterrois quelqu'un qui puisse les ravitailler. Par contre, on peut s'apercevoir dans leur téléphonie qu'ils ont fait plusieurs voyages en région parisienne. Lorsqu'on fait l'étude également de la téléphonie de Pascal Castillo, on se rend compte qu'en fait, lors de certains de ces voyages, Pascal Castillo était présent. Ce qui nous amène à penser qu'en fait, le ravitaillement se fait par l'intermédiaire de Pascal Castillo sur la région parisienne. 3 hommes impliqués dans un trafic apparaît alors un mobile fréquent dans les affaires de drogue, l'argent. Par exemple, une dette de Salvado et Carbeau envers leur fournisseur Castillo. À cette période, des différentes auditions effectuées auprès des toxicomanes,
il s'avère qu'ils étaient enchantés de se ravitailler auprès de M. Salvado et de M. Carbo. Les intéressés avaient toujours sur eux de grosses quantités de cocaïne et faisaient le partage des grammes à vue de nez avec une carte téléphonique. Donc tous les toxicomanes savaient que lorsqu'ils prenaient 1 gramme, ils en avaient facilement 1,5 gramme. Donc à cette période-là, il y a eu plus de ventes que de revenus. Et en plus, les 2 intéressés consommant de la cocaïne, au moment où il a fallu payer M. Castillo, ils n'avaient plus la possibilité d'avoir la somme correspondant à la quantité qu'ils avaient dû vendre. Donc M. Castillo leur a mis vraisemblablement la pression pour avoir son argent. Pascal Castillo a-t-il été victime d'un règlement de compte? Ces 2 revendeurs de drogue, faute de ne pouvoir le payer, l'auraient-ils assassiné? En tout cas, le 16 juin 2004, Jérôme Salvado et Jean-Paul Carbo sont mis en examen par la justice française pour meurtre sur la personne de Pascal Castillo, mais aussi acquisition, détention et cession de produits stupéfiants. Après quelques mois de détention provisoire, Jean-Paul Carbo dit s'être un peu sevré de sa consommation de stupéfiants, d'être plus lucide et décide d'assumer sa part de responsabilité dans ces faits d'une extrême gravité. Le 26 octobre 2004, Jean-Paul Carbo passe donc aux aveux lors d'une convocation devant le juge. C'est ainsi qu'il va faire la confession des différentes démarches qu'ils ont accomplies ensemble pour faire disparaître le corps, à savoir acheter du matériel dans un supermarché, des matelas gonflables, des cordes, aller chercher l'armoire à la Lyonnaise des Eaux, introduire le corps dans l'armoire, mettre les matelas, aller au lac de Roujas, faire flotter cette armoire, couper la corde et faire sombrer l'armoire au fond du lac et revenir au domicile de Salvado. Et donc, il fait la confession qu'il a participé à ce recel de cadavres et à cette disparition de preuves d'un crime. À ce stade de l'enquête, 2 questions demeurent. Qui a tué Pascal Castillo et pourquoi? La version de Jérôme Salvado est la suivante. Carbo consomme des stupéfiants et il semblerait qu'il n'ait pas toujours payé Castillo. Il semblerait également qu'il y ait une quantité de stupéfiants que Castillo avait laissé dans son appartement en dépôt, que Carbo n'a pas conservé et qu'il aurait consommé. Castillo serait mécontent et là Salvado lui dit « Écoute, moi je fais l'intermédiaire là, mais vaut mieux que tu t'expliques en direct avec Carbo. Vous allez vous retrouver. » Et Salvado va organiser le rendez-vous chez lui, le lendemain, le 29. C'est-à-dire que chez lui, le 29, au matin, il y a Carbo, et puis ils attendent tous les 2 Castillo. Carbo, manifestement, est paniqué à l'idée de voir Castillo. C'est là qu'appelle Castillo. Je viens d'arriver, je me gare, très bien. Conversation ne fonctionne pas très bien, le réseau n'est pas très bon. Et puis, il dit à Carbo, va lui ouvrir. Et à ce moment-là, Salvado entend Carbo qui descend les escaliers. Et puis, la porte a été ouverte et il entend 3 coups de feu. Il ne voit pas la scène, mais il comprend qu'à ce moment-là, il explique, Carbo a tiré sur Castillo, une fois de face,
semble-t-il, 2 fois à bout portant dans le dos. L'arme étant une arme qui se trouvait à son propre domicile, mais dont, dit-il, Carbo connaissait la cachette du fait de l'intimité des 2 hommes. Jean-Paul Carbo, lui, a une toute autre version des faits. Et il va expliquer que Jérôme Salvado l'a appelé dans la journée du 29 juillet, le matin une première fois, l'après-midi une seconde fois, lui expliquant que Pascal Castillo avait été tué à son domicile par des hommes de la mafia qui lui avaient laissé le cadavre sur les bras et qu'il se retrouvait dans une grande difficulté, qu'il fallait l'aider à faire disparaître le corps. Le 7 décembre 2006, une reconstitution a lieu à Cazoul-les-Béziers. Le juge veut confronter chacune des versions des 2 hommes à la réalité. Les 2 protagonistes se renvoient la balle, chacun expliquant que c'est l'autre qui s'est saisi de l'arme pour tuer M. Castillo. Ce qui fait que dans ce cas de figure, généralement les magistrats instructeurs demandent aux experts présents de pouvoir, ou du moins d'essayer, de reconstituer sur les lieux les événements tels que l'on peut les déduire par rapport aux constatations matérielles qui ont été faites. Les experts, quant à eux, s'appuient sur les résultats de l'autopsie du corps de Pascal Castillo, notamment sur les constatations liées aux blessures. C'était des blessures pour lesquelles les projectiles avaient eu des trajets très descendants ou relativement descendants. Ça sous-entendait une chose très simple, c'est que le tireur avait été positionné au moment des tirs au-dessus de la victime. Donc, soit avec une victime qui était plus bas située qu'elle, du fait d'être assis, d'être à genoux même, soit alors parce que l'auteur était positionné sur un lieu en hauteur au-dessus de sa victime. Justement, les pièces principales de la maison de Jérôme Salvado se trouvent à l'étage, en haut d'un escalier. Dans cette conformation de lieu, on pouvait immédiatement supposer que le tireur était positionné dans la volée d'escalier qui était en bout de couloir, la victime lui faisant face au pied de ces escaliers. Donc nous avons constitué la gestuelle de cette façon-là. Un tir effectué de face alors que celle-ci est debout, le tireur étant positionné dans l'escalier, et puis 2 derniers tirs que l'on peut appeler coups de grâce, situés dans le dos de la victime alors que celle-ci était positionnée au sol, par terre. Le 22 octobre 2007, le procès de Jérôme Salvado et de Jean-Paul Carbo pour meurtre sur la personne de Pascal Castillo et acquisition, détention et cession de produits stupéfiants s'ouvre devant la cour d'assises de l'Hérault. Il y a plusieurs éléments en fait. Il y a d'abord l'attitude des 2 hommes à l'audience qui est très différente. Jean-Paul Carbo qui est assez, tout au long des audiences, qui est très calme, parfois même un peu absent, est assez convaincant dans ses dénégations, dans ses explications, où il raconte depuis le début qu'en fait lui n'a pas tiré, qu'il est simplement venu rendre service à Jérôme Salvado, qu'il a appelé un jour en lui disant que quelqu'un était venu tuer Pascal Castillo à son domicile. Jérôme Salvado, lui, a une attitude différente à l'audience. Lui aussi jure qu'il n'y est pour rien, mais paraît au fil des audiences beaucoup moins convaincant. Il est très nerveux, très instable, il a des réponses qui ne paraissent pas forcément crédibles. Il est presque même agressif face aux questions des avocats. Lequel des 2 hommes dit la vérité? C'est là qu'intervient un élément déterminant qui jusqu'à présent n'avait pas été approfondi, les expertises téléphoniques. En effet, elles révèlent qu'à 12h15, donc juste après le crime, un coup de téléphone est passé vers le portable de Jean-Paul Carbo depuis le bar La Bonne Humeur à Cazoul, bar qui se trouve à 30 mètres de l'habitation de Jérôme Salvado. Jean-Paul Carbo, dans sa confession, expliquait d'emblée que le jour des faits, M. Jérôme Salvado l'avait appelé le matin sur son portable pour lui demander de venir l'aider à se débarrasser du corps de Pascal Castillo. Jérôme Salvado, lorsqu'il est confronté aux aveux de Jean-Paul Carbo, va dire « Attendez, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Jean-Paul Carbo a passé la nuit à mon domicile, la nuit qui a précédé les faits. Il avait laissé son portable et l'avait confié à sa compagne Niki Robert. Et le matin,
l'appel qui figure sur sa téléphonie. C'est lui-même qui, depuis un bar du village de Cazoul, appelle sa compagne pour lui expliquer ce qu'il est en train de faire ou la rassurer. Jérôme Salvado explique qu'il ne pouvait pas passer ce coup de téléphone du bar La Bonne Humeur, puisqu'il était déjà en communication avec sa sœur. Un appel qui a duré 3 minutes et 39 secondes. Comment les avocats de Jean-Paul Carbaud vont-ils contrer la version de Jérôme Salvado ? Il y a un travail énorme qui est fait par ces deux avocats qui vont permettre de comprendre que lorsque le crime est commis, Jérôme Salvado est seul avec Pascal Castillo et que Jean-Paul Carbaud, effectivement, intervient dans un deuxième temps. Premier élément démontré par les avocats, la nuit précédant le crime, Jean-Paul Carbaud est chez lui à Béziers, et non pas chez Salvado. Jean-Paul Carbaud avait pour lui donc effectivement des éléments de téléphonie qui démontraient que des conversations sur son téléphone portable avaient été passées en pleine nuit, déclenchant encore le relais de Béziers, qui me démontrait que ce téléphone portable n'avait jamais quitté Béziers pendant les faits criminels. Répète, je comprends pas là. C'est la nuit là, mon gars. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Et il y avait notamment un appel lié à son trafic de stupéfiants. Ouais, c'était un de ses clients qui, en pleine nuit, cherchait à s'approvisionner et qui téléphonait à plusieurs reprises sur ce téléphone portable avec des conversations qui duraient plus d'1 minute, voire même l'une de ces conversations plus de 3 minutes. Interrogé, ce toxicomane disait la chose suivante: si ça a duré 3 minutes, c'est forcément que je parlais à Jean-Paul Carbaud, parce que sa compagne, je ne la connais pas. Ce qui donnait la conviction absolue aux enquêteurs comme aux juges d'instruction que Jean-Paul Carbaud était à son domicile à ce moment précis et n'était donc pas à Cazoul, comme l'affirmait Jérôme Salvado. Deuxième point. Lors du crime, Jean-Paul Carbaud est encore à Béziers. Et c'est bien Jérôme Salvado qui l'a appelé depuis le bar La Bonne Humeur. Et on a réussi à démontrer que l'appel de 3 minutes 39 permettait à Jérôme Salvado d'avoir passé les 2 appels considérés, parce qu'en réalité, il ne s'agissait pas de 12h12 et quelques secondes, mais bien 12h12 et 0 secondes, et ça permettait matériellement d'arriver jusqu'au bar de La Bonne Humeur, avec la circonstance supplémentaire que l'homme pouvait disposer d'un téléphone portable sans fil, qui lui permettait de gagner quelques mètres, de raccrocher avec sa sœur, continuer à parler et d'arriver au bar de La Bonne Humeur et appeler son ami. Et cette circonstance était tout à fait probable, parce qu'on se trouvait dans un scénario qui était le suivant. Jérôme Salvado venait de tuer son meilleur ami, Pascal Castillo. Première démarche, il appelait sa sœur. Il parlait 3 minutes 39 avec sa sœur parce qu'il ne savait pas comment s'en sortir. Deuxième démarche, il partait de son domicile pour appeler d'un autre téléphone son complice depuis le bar de La Bonne Humeur, Jean-Paul Carbaud, et lui dire de venir. Et là, ça tenait et c'était parfaitement logique et cohérent. Dans l'Assemblée, une personne a déjà son opinion sur la question. Quand Jean-Paul Carbaud lui a dit « ce n'est pas moi qui ai tué votre fils », elle l'a regardé, et quand Jérôme Salvado ensuite est venu dire la même chose, elle a tourné la tête sur le côté. Pour elle, on avait l'impression, avant même que le verdict soit rendu, qu'elle avait déjà des idées extrêmement claires sur qui avait tué son fils et qui ne l'avait pas tué. J'ai dit, c'est toi qui as tué mon fils. 2 fois, je lui ai dit, c'est toi qui l'as tué. Souviens-toi, Jérôme. J'ai dit tout ce qu'il avait dit au téléphone et tout ce qu'il m'avait dit. Il m'avait pris dans ses bras en me disant, je te jure, sur la tête de ma mère, c'est pas moi. Même de mon petit-neveu. C'est salopard, là. Vous voyez? Et j'ai dit, il n'a pas levé les yeux. J'ai dit, c'est toi qui as tué mon fils. L'autre, il ne l'a pas tué, mais il l'a enveloppé. Mais toi, tu l'as tué, mon fils. Jérôme Salvado est finalement condamné à 18 années de réclusion criminelle pour le meurtre de Pascal Castillo. Jean-Paul Carbaud, lui, est acquitté. Quant au véritable mobile de ce meurtre, il s'agissait d'une dette d'un montant de 3 000 $. Jérôme Salvado a nié le crime jusqu'au bout. Il a été condamné, il a été reconnu coupable, mais il n'a jamais fait appel. Je pense qu'un homme qui se retrouverait seul à assumer la responsabilité d'un crime qui a été commis par son ami ne pourrait pas le supporter. Donc le fait qu'il n'ait pas fait appel me fait penser qu'on s'est approché considérablement de la vérité. Jean-Paul Carbaud est-il coupable du meurtre de Pascal Castillo? Il a été répondu non. Jean-Paul Carbaud est-il complice
du meurtre de Pascal Castillo, il a été répondu non. Ça a illustré ce que disent certains avocats, qui est qu'un acquittement, ça s'arrache, quoi. Ça s'arrache vraiment avec les dents, c'est pas quelque chose qui peut se démontrer d'une manière implacable. En revanche, il a été condamné pour le trafic de stupéfiants à une peine de 4 années d'emprisonnement. Ça nous a bousculé, ça. Parce que normalement, il aurait dû être condamné pour avoir transporté mon fils. De là à là, d'aller chercher l'armoire à tel endroit, il a été avec lui, hein. Il a essayé de l'enterrer dans la terre était trop dure, et après ils l'ont mis dans cette putain d'armoire, vous vous rendez compte? La vérité judiciaire, elle est acquise. Mais la vérité tout court, à plusieurs titres, on la connaît pas. C'est un assassinat horrible, parce que j'ai pas pu le toucher. Hein? J'ai pas pu le voir, mon fils, j'ai pas pu. Ça aurait été un accident de voiture, ça aurait été une maladie. Mais là, j'ai une haine qui s'éteindra jamais, je peux pas.